c'est bon. Donc, mesdames, messieurs, je disais donc que nous allions commencer aujourd'hui une série de 3 conférences sur des sujets complémentaires. Ce soir, on va voir ce que j'appelle la première souffrance du peuple. Donc, j'entends par le peuple la France périphérique, pas celle des grandes métropoles. Ce que les sociologues appellent la relégation et l'arrêt de l'ascenseur social. Donc, on va voir ce premier sujet, la relégation. Le mois prochain, on verra la situation de l'insécurité physique. Aujourd'hui, c'est un peu l'insécurité sociale, au fond. Le mois prochain, ça sera l'insécurité physique, c'est-à-dire les agressions par les délinquants, par les criminels, la scène criminelle en France, le trafic de drogue, toutes ces questions-là, qui évidemment touchent toute la population, c'est vrai, mais qui touchent quand même plus particulièrement certains quartiers ou certaines catégories. Ensuite, ça sera au mois de janvier, on verra la troisième souffrance, si je puis dire, qui est donc l'invasion migratoire. Ce que les sociologues appellent l'insécurité culturelle, c'est-à-dire le fait de ne plus se sentir chez soi dans son propre pays. Alors voilà, donc aujourd'hui on va voir la première, donc la relégation. Et puis une fois qu'on aura fait ces 3 conférences, on passera à un autre volet en étudiant les réseaux du pouvoir mondialiste, l'idéologie de la classe dirigeante. Donc on ne regardera pas les problèmes du peuple, si je puis dire, mais au contraire, on va regarder la structure de la classe dirigeante, ses réseaux, comment elle fonctionne, etc. Alors, une première souffrance du peuple, la relégation ou exclusion, si on veut. Alors, en droit pénal, la relégation, c'était une peine bien précise qui consistait à éloigner dans les colonies les récidivistes. Et cette peine de relégation a été supprimée en 1970. Aujourd'hui, on va utiliser le mot dans un autre sens, plutôt sociologique. La relégation, c'est le fait que les classes populaires sont exclues des centres-villes, reléguées en périphérie par le prix du foncier essentiellement. Parce que même à toutes les époques, même à l'époque où il y avait une forte lutte des classes avant la guerre entre le patronat et les ouvriers, vous aviez des ouvriers dans la capitale. Vous n'aviez pas une ségrégation, si je puis dire, sociale totale. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus forte. Il y a d'autres exclusions, bien sûr. L'exclusion médiatique, c'est-à-dire le désintérêt officiel pour les pauvres, ça j'y reviendrai tout à l'heure, dès lors qu'ils ne sont pas immigrés ou membres des minorités visibles. Évidemment, si vous appartenez à une minorité visible, la télévision parlera de vous. Mais si vous êtes un pauvre Français sur son lopin de terre au milieu du Cantal, vous avez peu de chances de voir la télévision s'intéresser à votre cas. Ensuite, après l'exclusion médiatique, vous avez une forme plus radicale encore de relégation, qui est le chômage. Bon, qui frappe pas tout le monde, c'est vrai, mais qui frappe quand même en France, d'après les statistiques officielles, 1/4 de la jeunesse de moins de 25 ans, ce qui est tout à fait considérable. Une forme de relégation, c'est aussi, c'est plus difficile à estimer statistiquement, mais c'est l'arrêt de l'ascenseur social pour ceux qui ne sont pas favorisés par leur appartenance à la classe oligarchique, soit par l'héritage, soit par les réseaux sociaux, et qui ne peuvent s'élever économiquement qu'en raison de leur travail. Et le prélèvement fiscal est tel que lorsque vous ne gagnez d'argent que par votre travail, pratiquement le prélèvement fiscal vous empêche de constituer une fortune. Les gens qui ont une fortune aujourd'hui en France, c'est les gens qui héritent d'une fortune, mais les gens qui en partant de zéro acquièrent une fortune, en restant en France, c'est difficile. Et puis enfin, on verra une dernière forme de relégation, qui est la relégation politique, c'est-à-dire le fait d'être un peu exclu du paysage politique, et en tout cas sûrement des leviers du pouvoir, à partir du moment où vous avez une alliance de fait entre l'oligarchie d'un côté et les minorités d'un autre côté, qui s'allient entre elles face à un peuple majoritaire, mais qui ne compte pas. Cette relégation sociale, donc, n'est pas très différente d'un autre concept qui a été utilisé par certains ministères, notamment l'exclusion, sauf que ce terme d'exclusion a été utilisé par l'oligarchie au pouvoir pour qualifier les souffrances de certaines minorités qui étaient alliées de fait, de facto, à la classe dominante. Donc là, j'ai préféré garder le terme de relégation, qui est le terme qui est utilisé notamment
par le sociologue Christophe Guilluy, à qui j'emprunte pas mal pour la conférence de ce soir. Donc, notre société se caractérise, d'abord, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une grande masse de déclassés dans la société française. Notre société se caractérisant par le déclassement, le déracinement de nombreuses personnes qui étaient classées autrefois dans les classes moyennes. Un sociologue comme l'anglais Guy Standing parle de précariat. Il a inventé ce terme parce que précariat, ça fait penser à prolétariat. Bon, mais c'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. C'est les gens qui ont des emplois précaires, évidemment. Le professeur Christian Chauvel, lui, met en scène ce qu'il appelle la recristallisation des inégalités, c'est-à-dire le fait que la société se cristallise, c'est-à-dire qu'il devient très difficile de passer d'une classe sociale à une autre, en quelque sorte, alors qu'autrefois, ça se faisait assez facilement quand même. Les phénomènes de mobilité descendante, l'écrasement du pouvoir d'achat des salaires relativement au prix des loyers, ce qui pose le problème du logement sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Tout ça sont des phénomènes sociaux très importants, mais que les médias essayent d'évacuer au maximum. Tout ça est dissimulé sous le voile du déni. La thèse, donc, de beaucoup de sociologues aujourd'hui est que de génération en génération s'opère aujourd'hui un déclassement social, sauf pour quelques bénéficiaires de la mondialisation ou bien bénéficiant d'un statut protégé, comme par exemple les hauts fonctionnaires, donc évidemment n'ont pas à craindre la concurrence étrangère, et pour cause puisqu'ils ont un statut protecteur. La baisse du niveau de vie, le rendement décroissant des diplômes, la mobilité descendante, le déclassement résidentiel, l'aliénation politique, dont la jeunesse en France est victime, s'accentue de génération en génération au point d'atteindre le stade de l'irréversibilité. Ça, c'est une citation de Christian Chauvel, qui a fait un livre qui s'appelle « La spirale du déclassement ». Il note que le diplôme ne protège plus vraiment, la société de connaissance laisse alors la place à une société de connivence. Si le diplôme ne vous protège plus pour avoir un emploi qualifié, vous aurez l'emploi qualifié si vous avez des relations, en fait. C'est la fameuse société de connivence dont il parle. Surtout à un niveau supérieur, bien sûr. Les jeunes sont en général évincés des fonctions importantes, sauf peut-être dans l'administration. Les difficultés sont perçues par les victimes comme un échec personnel et pas comme un phénomène collectif de classe. Et les générations futures, bien sûr, ne sont pas en mesure de défendre leur intérêt politiquement, même si les décisions d'aujourd'hui vont se retourner contre elles. Ça, c'est une limite inévitable de la démocratie. Les générations futures, par définition, ne votent pas, et bien que nous jouons leur avenir. La réalité, lorsqu'elle nous dérange, sera également éliminée, elle sera déclassée en quelque sorte elle aussi, dit Christian Chauvel. Un économiste anglais qui est de gauche d'ailleurs, Guy Standing, a lancé le terme de précariat dont je parlais à l'instant. Il pense que nous allons vers une marée populiste et il s'en désole profondément. Son livre, qui a été traduit en 19 langues, s'intitule « Le précariat, les dangers d'une nouvelle classe, insécurité économique et colère sociale ». Donc on voit bien les dangers d'une nouvelle classe. Il y a une nouvelle classe sociale qui se développe, comme le prolétariat autrefois, c'est le précariat aujourd'hui, mais elle est extrêmement dangereuse, cette catégorie sociale. Pour lui, elle représente déjà 40% de la population, 40% qui sont menacés par l'évolution de la situation économique, mais qui sont en même temps menaçants. Standing cite le cas d'une ville italienne, effectivement, ça m'a beaucoup frappé, qui s'appelle Prato, près de Florence. Prato était un centre de l'industrie textile de 180 000 habitants initialement. En 1989, politiquement, c'était une ville de centre-gauche et peuplée d'Italiens. En 2008, elle comptait 4 200 sociétés chinoises et 45 000 ouvriers immigrés. C'est le textile, bien sûr, un secteur particulièrement menacé. Face à une concurrence chinoise, indienne, bangladaise, les entreprises italiennes ont massivement licencié et en 2010, elles n'employaient plus que 20 000 personnes. Les emplois précaires se sont beaucoup développés. Et cette évolution de la situation sociale a eu une traduction politique, évidemment, c'est que la gauche, qui était au pouvoir depuis toujours pratiquement, a été écrasée par la Ligue du Nord,
qui est un parti italien qui ressemble, disons, un peu au Front National, on pourrait dire. En plus, l'ambiance s'est terriblement dégradée parce que le bruit a couru que des gangs chinois contrôlaient cette communauté, ce qui paraît évidemment hautement vraisemblable. Prato est devenu un symbole de mondialisation et des problèmes inhérents à la croissance du précariat. Tandis que les ateliers clandestins chinois prospéraient, les Italiens perdaient leur emploi prolétaire et se retrouvaient avec des contrats précaires ou bien au chômage. Puis la partie immigrée du précariat s'est mise à recevoir des aides des autorités tout en continuant de dépendre de réseaux mafieux de type communautaire. Pas moi qui dis ça, hein, c'est Guy Standing donc, qui a étudié un peu en profondeur la situation de cette ville. Pour autant, les précarisés n'ont pas le sentiment de former une classe professionnelle, à vrai dire, mais ils ont plutôt le sentiment d'être tenus à l'écart et d'être instrumentalisés sans avoir de moyens de résistance. Pour Standing, la société humaine s'est bâtie sur la lente élaboration d'identités stables et de sphères de sécurité. L'appauvrissement de l'éducation, la disparition des lieux de loisirs, de la classe ouvrière, la concentration des jeunes sur les réseaux sociaux ont créé une société sans vraie solidarité. Et l'auteur estime qu'on a donc un précariat qui s'est développé, ces catégories, disons, malheureuses, qui s'est divisé en deux. Une partie veut trouver des solutions néo-socialistes, ça correspond en France un petit peu à ce qu'est la France insoumise, et une autre partie devient populiste. C'est ce que Standing appelle le mauvais précariat. On ne comprend pas d'ailleurs très bien, parce qu'il passe son temps à le critiquer, mais sans donner de choses très très concrètes. Le mauvais précariat, écrit-il, est nostalgique. Il est plein de colère et d'amertume quand il voit les gouvernements renflouer les caisses des banques, accorder des aides aux élites et aux salariats et laisser croître les inégalités à ses dépens. Il se laisse donc entraîner vers un néofascisme populiste qui tape sur les gouvernements et qui diabolise ceux que les gouvernements semblent privilégier. Si on ne répond pas aux aspirations du précariat, il va se faire happer dans ce cercle négatif. Et à ce moment-là, c'est toute la société qui sera en danger. Mais il n'explique pas en quoi la société sera en danger. De toute façon, ce qu'il décrit déjà sur ce qui s'est passé à Prato montre des dangers quand même qui sont loin d'être mineurs. Donc ce texte est très révélateur d'un intellectuel antipopuliste qui reconnaît toutefois certaines souffrances populaires, mais qui n'a pas d'argument véritablement concret pour dire que le mauvais précariat est un vrai danger. On a l'impression, quand on lit le chapitre de son livre sur Prato, on a l'impression qu'on pourrait résumer, disons, son chapitre par l'expression « salaud de pauvre ». Bon, alors il n'utilise pas ça, bien sûr, mais enfin... Les conclusions du livre est significative. La classe dangereuse, dit-il, se fait détourner du droit chemin, mais il n'explique rien de tout ça. Hein. Il ne dit pas où est le danger, il ne dit pas ce que c'est que le droit chemin, mais enfin on le devine. La classe dangereuse se fait détourner du droit chemin par des démagogues tels que Berlusconi, des dissidents tels que Sarah Palin et des néofascistes de toute nationalité. Tandis que le centre-droit glisse toujours plus à droite pour conserver ses électeurs, le centre-gauche s'affaiblit, connaît une véritable hémorragie. Il court le danger de perdre toute sa crédibilité. Ça fait en effet trop longtemps qu'il ne représente que les intérêts des travailleurs tels qu'ils étaient il y a 30 ans et s'acharne à défendre un mode de vie et de travail moribond. La nouvelle classe, c'est le précariat. Et à moins que les progressistes du monde entier lui proposent une politique paradisiaque, c'est ce que dit l'auteur, on ne sait pas ce que c'est, si il y a le revenu universel notamment, on va distribuer un revenu à tout le monde. Bon. Eh bien, ce précariat sera forcément enclin à écouter les sirènes qui attirent la société vers les funestes récifs. Donc on a affaire ici, visiblement, dans un livre, par ailleurs, qui est très intéressant par les observations qu'il fait, à un espèce de langage magique qui constate bien l'existence ou l'apparition d'une nouvelle classe qui souffre, mais qui finalement ne veut pas analyser véritablement les causes des vraies souffrances, c'est-à-dire les insécurités sociales, ça il le traite un peu, mais partiellement, les insécurités physiques, la délinquance, la criminalité, etc. Il n'y a pas un mot dans son livre là-dessus, c'est quand même un phénomène social important. Et puis l'invasion migratoire, alors c'est pareil, c'est tabou d'en parler. Bon. Alors, je disais donc qu'il y a cette impression de déclassement qui touche une partie de la population. Alors maintenant, quelles sont les formes de relégation qui sont à l'origine de ce sentiment? La première, c'est la relégation foncière.
Alors elle apparaît très clairement, notamment aux gens qui sont des géographes, comme Christophe Guilluy, évidemment, et c'est de la géographie vers la sociologie que Guilluy a été amené à faire ces analyses politiques qui, depuis, sont assez connues. La relégation foncière. Les classes moyennes voient leur statut dégradé. Une des raisons, c'est l'augmentation du prix du foncier, donc du logement. Depuis 1995, les prix des logements en France ont été multipliés par 2,5 et l'augmentation des revenus n'a été que de 1,5. La hausse des prix immobiliers éloigne donc les perspectives de devenir propriétaire ou d'avoir un logement. Selon Guilluy, le poids des dépenses de logement est d'autant plus élevé que la classe moyenne inférieure, celle qui n'a plus les moyens d'accéder à la propriété, évite par ailleurs le parc social. Ça, c'est à cause de l'immigration, évidemment, en raison de l'insécurité de l'immigration. 65% des classes moyennes se disent avoir un budget un peu juste, comme 64% des employés, 61% des ouvriers. Donc de ce point de vue-là, vous voyez, les classes moyennes ne se distinguent plus vraiment de la classe ouvrière. 19% se disent en difficulté dans les classes moyennes, contre 21% pour les employés, 24% pour les ouvriers. Donc c'est pareil, il n'y a pas de rupture, disons, sociale entre ces différentes catégories. Ainsi, les classes moyennes inférieures, les employés et les ouvriers partagent plus ou moins les mêmes situations. La maison individuelle est l'habitat type de ces nouvelles couches populaires. Guilluy a bien compris la haine de classe contre le peuple qui est liée à ce type d'habitat. Il écrit « Le profond mépris des élites et des couches dominantes pour l'habitat pavillonnaire masque difficilement leur rejet de ce qu'est devenu le peuple. Abrités derrière des discours techniques, budgétaires, écologiques, les prescripteurs d'opinion n'arrêtent pas de critiquer un mode de vie et d'habitat qui, pour eux, n'est pas suffisamment collectif. Mais les élites ne perçoivent pas que cet habitat pavillonnaire constitue, pour les couches populaires, une forme de rempart, en fait, à l'insécurité sociale, mais aussi l'insécurité physique et l'insécurité culturelle, donc, générée par la mondialisation. Ce constat est très difficile à accepter pour les classes dominantes, et singulièrement pour la gauche, qui continue à rendre le pavillon pour responsable du basculement réactionnaire de la classe ouvrière. Comme si une forme d'habitat, si vous voulez, déterminait le comportement électoral des gens, ce qui évidemment est extraordinairement simpliste. Bizarrement, ce déterminisme urbain, d'ailleurs, le fait d'acheter des petites maisons, n'aurait pas le même effet pour le bobo parisien qui acquiert une maison individuelle dans le Luberon. Donc il y aurait peut-être une forme de pavillonnaire qui ne soit pas diabolique. La réduction de la France pavillonnaire à l'équation pavillon égale beauf révèle non seulement un mépris de classe, mais aussi l'impossibilité dans laquelle se trouvent les élites de percevoir l'émergence d'un nouveau modèle culturel et urbain dominant en milieu populaire. Il est certain que c'est ce phénomène qui a échappé totalement à la direction des partis de gauche depuis une vingtaine d'années et qui explique le raz-de-marée, notamment du Front National ou de l'abstention, qui s'est fait en leur défaveur et qui a expliqué pourquoi ils ont tellement régressé dans l'électorat. La mondialisation conduit donc à une mobilité contrainte vers les périphéries, vers des logements moins chers, puis une sédentarisation imposée par la faiblesse des revenus. Et la majorité des ménages de la France périphérique se retrouvent en fait assignés à résidence. C'est une formule qui est assez intéressante. La faiblesse du parc de logements locatifs, le renchérissement du foncier ont accentué cette sédentarisation en rendant très difficile la décohabitation pour les jeunes. Dans ce contexte, il faut craindre que la mobilité ne régresse encore. Cette sédentarisation contrainte favorise le surinvestissement sur la maison individuelle, mais aussi une forme d'appropriation territoriale et de relocalisation qui est toute nouvelle. Selon Guilluy, la jeunesse populaire, issue principalement des milieux ouvriers et employés, subit donc une double relégation, à la fois spatiale et culturelle, qui rend difficile son intégration économique et sociale. L'accès à l'offre scolaire de qualité est de plus en plus difficile dans la France périphérique, parce qu'elle se situe en dehors des grandes métropoles où se trouvent les établissements scolaires de qualité. Les pouvoirs publics ne veulent pas voir ce phénomène, en fait, s'y intéressent pas, parce qu'ils n'ont Dieu que pour l'intégration des immigrés, mais l'intégration des pauvres Français de souche, ça c'est un truc qui est complètement non médiatique et qui n'intéresse pas la classe politique. Deuxième forme de relégation assez différente et qui ne touche pas tout à fait nécessairement les mêmes catégories, c'est la relégation fiscale. Mais je crois qu'il faut quand même en dire un mot. Le système fiscal occidental, et notamment français, qui comporte des taux très élevés d'impôts sur le revenu,
empêche les jeunes sans héritage, qui ne vivent que de leur travail, à se constituer une fortune. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup, notamment des Français, sont partis pour cette raison au Royaume-Uni, par exemple, aux États-Unis. Qui échappent à la spoliation fiscale, à des impôts exagérés? Eh bien, les très riches. Les très riches, eux, n'ont pas de problème fiscal, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement internationalisés, et donc ils jouent sur les frontières et les différents statuts fiscaux qui sont liés aux différents pays. Et donc cette internationalisation leur permet d'échapper à une pression fiscale trop lourde. Et puis l'autre catégorie qui paye très peu d'impôts, enfin qui n'est pas, je dirais, pressurée par les impôts, sont les immigrés, qui bénéficient généralement de programmes de soutien spécifiques au nom de la discrimination positive. Donc il faut bien frapper quelqu'un, parce que sinon les impôts, évidemment, ne rapporteraient rien. Donc ce sont les classes moyennes, évidemment, qui sont les plus frappées, essentiellement des Français de souche aux revenus moyens. Une fraction de ces classes décline socialement, rejoint la France périphérique et n'a plus de possibilité de promotion sociale, parce que le maigre taux d'épargne qui est le leur, et là il y a des études très fouillées qui ont été faites sur ces taux d'épargne, eh bien, il sert à payer les impôts en réalité, donc finalement il n'y a pas d'épargne. Notre système fiscal bloque donc l'ascenseur social et discrimine en réalité les classes moyennes. Alors le chômage, autre forme de relégation, le chômage est élevé en France, surtout dans la France périphérique et chez les jeunes. Selon Guy Lui, la relégation spatiale pèse mécaniquement sur la mobilité sociale de la jeunesse populaire, dont l'accès aux emplois qualifiés et les mieux rémunérés des grandes villes est bien plus difficile. L'importance des taux de chômage des jeunes diplômés dans les territoires périurbains et ruraux illustre ce blocage. Donc il y a des jeunes qui obtiennent des diplômes, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi correspondante. Voilà, donc à certains égards, il apparaît que l'intégration économique et culturelle de cette jeunesse périurbaine et rurale est plus problématique, dit Guy Lui, que celle de la jeunesse des banlieues, qui peut potentiellement bénéficier d'opportunités scolaires et économiques qui sont celles des métropoles. Il y a d'ailleurs fort à parier que les grandes ascensions sociales, bien sûr minoritaires, concernent plutôt la jeunesse banlieusarde, parfaitement intégrée au modèle dominant. La question sociale, celle de la place des catégories populaires dans notre société, n'a donc pas disparu. Simplement, elle a été délocalisée dans les périphéries périurbaines et rurales des grandes villes, donc qui n'intéresse en fait personne sur le plan médiatique et politique. La France des plans sociaux, d'ailleurs, alors il y a Guy Lui a fait un recensement de cette France des plans sociaux, c'est très intéressant. La plupart des plans sociaux sont dans cette France périphérique et rurale, en fait, et pas dans les grandes villes. Il concerne des secteurs en général comme l'industrie ou l'agriculture où les emplois se sont beaucoup réduits. L'ouvrier en milieu rural, l'employé du lotissement bas de gamme, le chômeur des régions industrielles, le petit paysan, tous partagent cette même insécurité sociale, cette difficulté d'embauche, dans des territoires ruraux, des espaces industriels, des petites communes industrielles, et là, les ménages modestes et parfois pauvres sont souvent très majoritaires. Ce n'est pas la faiblesse du niveau de vie des agriculteurs qui explique la pauvreté des espaces ruraux, puisque la majorité des habitants, depuis longtemps maintenant, ne sont pas du tout des agriculteurs, mais des ouvriers, des employés. Les agriculteurs sont maintenant minoritaires, y compris dans les communes rurales. N'oublions pas que 20% de la population française vit dans ces zones rurales et qu'il ne s'agit donc pas d'un fait social marginal. Toutefois, dans toutes les régions, les taux de pauvreté plus élevés sont toujours quand même ceux des zones rurales. Il prend quelques exemples qui sont effectivement saisissants. Par exemple, 21% de pauvres, enfin d'après la définition de l'INSEE qu'il a retenue, 21% de pauvres dans le Cantal, dans la Corse ou dans l'Aude, contre 18% de pauvres en Seine-Saint-Denis. C'est pas du tout ce qu'on croit voir. Non. Les prestations sociales sont beaucoup moins servies d'ailleurs, parce qu'on a affaire à des populations qui défendent très mal leurs droits, ou qui ignorent même leurs droits, ou qui ont honte de demander leurs droits. Ça ne concerne pas que les personnes âgées. Il y a bien sûr pas mal de personnes âgées dans ces personnes pauvres, ça c'est sûr, mais les jeunes adultes sont en effet beaucoup plus nombreux dans la population pauvre rurale que dans la population pauvre urbaine. En milieu rural, les jeunes adultes constituent 45% de la population pauvre, donc il n'y a pas que des vieux. Les couples avec enfants sont surreprésentés, parce qu'il y a plus de couples avec enfants dans cette France pauvre qu'ailleurs. Les ménages pauvres en milieu rural sont plutôt des familles avec enfants, à faible taux d'activité, parce qu'ils ont du mal à trouver du travail, et les prestations qu'ils touchent sont surtout, bien sûr, des allocations familiales.
Et les néo-ruraux, donc ceux qui s'installent maintenant dans les villages, ne changent pas cette situation regrettable, parce que ce sont eux-mêmes des ménages modestes ou précaires qui arrivent en fait dans les petits villages pour des raisons de coût du logement, notamment au moment du passage à la retraite. Bon, c'est trop cher d'habiter Paris, etc. Et hop, on part dans des zones très rurales où le coût du logement est très faible. Les zones périphériques et rurales combinent donc la baisse réelle des revenus et le manque d'emploi, et ces maux frappent les jeunes et les vieux de façon plus que proportionnelle. Autre forme de relégation, vous voyez, l'intérêt de ces travaux des sociologues, c'est qu'ils vous parlent de choses dont les médias ne parlent jamais. Tout ce que je viens de vous dire là, vous n'entendrez pas beaucoup sur les médias de rapports sur ces questions. Alors, la relégation culturelle et médiatique, on y vient. Le professeur Guilhuy écrit « Tout se passe comme si, à l'heure de la mondialisation, il fallait absolument effacer la figure du natif, et encore plus celle du sédentaire. Dans une société dont l'idéal est devenu la mobilité, l'évocation de celui qui est originaire du territoire devient quelque chose d'impossible. L'autochtone est irréconciliable avec l'idéologie dominante mondialiste. Il est censé être inerte, replié sur son territoire, s'opposer au métissage. Tout cela se passe dans une société qui valorise plus que jamais les origines extraterritoriales. L'enracinement local place ainsi le sédentaire en dehors du cercle médiatique et politique, exit l'autochtone. Lorsqu'il est évoqué, il sera souvent assimilé à une sorte de fasciste xénophobe, de telle façon qu'on puisse susciter la haine contre lui. Mais en réalité, c'est plutôt l'indifférence qui est l'arme la plus utilisée. La disparition de la figure de l'autochtone, écrit Christophe Guilhuy, permet de présenter la transformation socio-démographique des territoires comme un processus positif. C'est vrai du point de vue de l'immigration, qui est toujours abordé du point de vue de l'immigré. C'est vrai de l'embourgeoisement des métropoles, toujours abordé du point de vue du bobo qui arrive, c'est-à-dire du point de vue des couches supérieures. Le sentiment de celui qui arrive est toujours mis en avant, qu'il soit riche ou pauvre. Mais le sentiment du natif, de celui qui était sur place, est totalement ignoré. L'arrivée des bobos dans les quartiers populaires des grandes villes a donné lieu ainsi à de multiples études ou reportages dans lesquels l'avis de l'autochtone n'est jamais pris en compte. Sur ces territoires, les natifs, de l'ouvrier retraité d'origine française ou du jeune issu non de l'immigration, ceux-là n'ont pas droit au chapitre, n'intéressent personne. Si l'invisibilité politique des couches populaires contribue à donner l'impression qu'il n'y a plus de questions sociales en France, la disparition de la figure de l'autochtone permet d'occulter, de cacher le rapport singulier au territoire des catégories les plus modestes. Après le capital social et le capital politique, c'est le capital d'autochtonie qui est contesté. Le professeur Jean-Noël Rivière, dans son livre Autour de l'autochtonie, réflexion sur la notion de capital social populaire, Jean-Noël Rivière montre la place centrale que revêt pour les classes populaires l'enracinement local. Cet enracinement local est source de liens sociaux, fonctionne comme un capital d'autochtonie. Face à la mondialisation et à la désaffiliation de toutes les grandes organisations, ce capital d'autochtonie est une ressource humaine très importante pour les catégories populaires. Plus peut-être que le sentiment d'appartenance de classe, il apparaît que ces réseaux relationnels représentent le capital du pauvre. Donc ce capital social, c'est le petit milieu dans lequel on vit, où on a des relations, des amis, etc., dans une zone plus ou moins suburbaine ou rurale. Relégation donc médiatique. Relégation politique. La classe politique s'intéresse en général soit aux catégories les plus favorisées, chefs d'entreprise, profession libérale notamment, ou alors aux immigrés. Comme l'écrit le professeur Guilhuy, les pouvoirs publics initient des politiques qui ne sont pas une réponse à une demande sociale, mais une réaction à une demande médiatique. Alors, il apporte des chiffres qui laissent assez rêveurs, je dois dire. Les émeutes de 2005, par exemple, ont contribué à accélérer la mise en place d'une politique de discrimination positive. Donc on va aider plus particulièrement les populations immigrées et pas les autres. Pour l'année 2008, le journal Le Monde a révélé que le seul département difficile de la Seine-Saint-Denis, ça c'est quand même assez frappant, pour une année, Alors, je ne sais pas si c'est vrai toutes les autres années, mais enfin, le seul département de la Seine-Saint-Denis a enregistré en un an 174 déplacements ministériels. Alors si c'est pas de l'intérêt de la part de la classe politique, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Maintenant, si on regardait effectivement le nombre de déplacements ministériels en Saône-et-Loire ou dans le Cantal, on n'atteindra pas ce chiffre-là, ça c'est sûr.
L'immigré passe toujours avant le français de souche, en tout cas dans l'intérêt des pouvoirs publics, sauf si ce dernier, bien sûr, appartient à l'oligarchie. Autre exemple, alors ça c'est frappant, le quartier des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne, qui est un quartier d'immigration, a bénéficié d'une dotation de 12 450 € par habitant en une année. Tandis que le contrat de ville à Verdun, donc en Lorraine, n'alloue que 11,8 € par habitant. Les investissements publics étaient donc 1000 fois plus élevés dans le quartier dit sensible que dans les quartiers de Verdun socialement défavorisés. En 2006, le ministre Jean-Louis Borloo, qui s'occupe justement un peu de ces questions sous Sarkozy, déclare « Il faut que les Français aient en tête une chose, dit-il. L'avenir du pays se joue dans les banlieues immigrées qui d'après Guy, lui, ne font que 8% de la population française. La jeunesse de souche, pour lui, est totalement invisible. On crée d'ailleurs des voies, par exemple, pour prendre des cas célèbres médiatisés, on crée des voies pour favoriser l'entrée de la diversité à Sciences Po, en ignorant totalement la majorité des milieux populaires. Les classes dirigeantes disent qu'elles sont prêtes à s'ouvrir à la diversité ethnique, mais elles ne sont certainement pas prêtes à s'ouvrir à la diversité sociale. Le pauvre blanc est oublié. L'autochtone est effacé même. La figure de l'autochtone est irréconciliable avec l'idéologie dominante, dit lui. Toutes les élections confirment une fracture sociale, donc très forte, entre les métropoles et les autres territoires. Elles montrent aussi une profonde fracture politique entre les catégories populaires et les catégories supérieures. Toutes les thématiques abordées pendant les campagnes électorales sont clivantes. Mondialisation, environnement, construction européenne, immigration, multiculturalisme. Sur tous ces sujets-là, les catégories populaires des espaces périurbains et ruraux se situent à l'exact opposé des catégories moyennes et supérieures des métropoles. Si les habitants cosmopolites des métropoles s'inscrivent dans une logique d'ouverture, les catégories populaires ne cessent au contraire de hurler leurs besoins de protection. Et on arrive à un paradoxe par rapport à ce qui était le cas dans le passé. Il dit « la gauche est forte là où le peuple est faible ». Quand le peuple est fort, enfin, démographiquement, la gauche s'effondre. Parce que le vrai peuple, il vote, soit il s'abstient, ou alors il vote Front National plutôt. Cette fracture spatiale et politique n'est pas propre du tout à la France, elle existe dans tous les pays européens. On l'a observé au moment du Brexit, par exemple, où l'agglomération extrêmement prospère de Londres a voté, bien sûr, pour le maintien dans l'Europe, et les régions des Midlands, qui sont beaucoup plus pauvres, beaucoup plus ouvrières, etc., ont voté massivement pour le Brexit. Donc c'est la même chose, vous pouvez regarder tous les pays d'Europe, vous retrouvez toujours un peu le même phénomène. Les métropoles embourgeoisées et cosmopolites sont un peu comme des châteaux forts aujourd'hui qui se distinguent de plus en plus de leur environnement périurbain et rural, ressenti comme hostile. Des métropoles qui bénéficient de la mondialisation face à des territoires et des populations qui en subissent des conséquences négatives, c'est un modèle politique tout à fait nouveau, mais qui est aujourd'hui à l'œuvre dans l'ensemble des pays développés et émergents. La relégation politique est fille de la relégation sociale. À droite, les républicains ont perdu depuis très longtemps l'électorat populaire qui était celui du gaullisme. Moi, je me souviens très bien d'une époque où j'étais député du Pas-de-Calais, député pour le RPR. J'avais une section très, très forte, peut-être 500 adhérents, mais militants actifs. C'était vraiment un parti très important, le RPR à l'époque. Et j'avais deux catégories sociales dans mes adhérents. J'avais les ouvriers, les chômeurs, qui représentaient vraiment la majorité des militants. Et puis j'avais aussi une petite fraction bourgeoise qui existait à l'intérieur de Calais, où il y avait donc des médecins, des avocats, des gens des entrepreneurs, des gens comme ça. Ce qui m'avait d'ailleurs frappé à l'époque déjà, c'était cette lutte des classes internes qui existait même à l'intérieur du parti. Alors moi je me rebellais contre ça parce qu'en tant que député de tout le monde, et puis par idéologie je dirais anti-marxiste, donc ça m'agaçait de voir qu'il y ait des oppositions de classe. Maintenant j'admets que c'est inévitable, mais à l'époque j'avais du mal à l'avaler. Et je me souviens très bien d'une grande soirée que j'avais organisée pour tous les militants du RPR de l'époque. Et certains sont venus me trouver en disant « Monsieur Blot, c'est bien cette soirée, etc. Mais la prochaine fois, vous ne pourriez pas faire une soirée où vous inviteriez que nous,
Comment ça que vous? Oui, nous, les ouvriers, les chômeurs, etc. Je dis, mais vous voulez pas des autres? Non, on n'a rien à leur dire. Mais on n'a rien à leur dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? On n'a pas les mêmes sujets d'intérêt, etc. Et puis alors, je me suis dit, ça c'est quand même extraordinaire. Hein. Je dis, alors ça doit être des anciens communistes, etc. Mais enfin, quand même, c'est curieux. Et puis alors, j'allais de l'autre côté, je voyais mes amis qui étaient médecins ou avocats, et ils me disent, eh bien, la soirée hein, que tu as organisée ce soir, mais tu pourrais pas faire en sorte peut-être de ne pas inviter tous ces ploucs, de telle façon qu'on reste entre nous. Et alors je dis, bah oui, mais ça oblige à faire 2 soirées différentes. Ah bah oui, c'est sûr. Et alors, j'ai reposé les questions plusieurs fois aux gens concernés dans les 2 groupes. Hein. Ils voulaient être séparés, mais vraiment. Alors, au bout d'un moment, j'ai fini par céder. Je me suis dit, ça sert à rien, de toute façon, c'est pas bien. On fait des mécontents de tous les côtés. Donc, il vaut mieux inviter. D'un côté, je ferai des réunions ou des dîners-débats pour les bourgeois. Et puis, je ferai des réunions populaires, disons, pour les militants populaires. Quoi. Puis, de toute façon, tout le monde sera invité. Les gens iront où ils voudront. Mais déjà, le phénomène, je le sentais à l'époque. Alors, ça n'a fait que s'amplifier, évidemment, depuis. Donc, les Républicains actuels, le parti de Wauquiez, donc si vous voulez, évidemment, c'est un parti. On a les statistiques, on les a eues pour les présidentielles, c'est extrêmement clair. C'est l'électorat de Fillon. C'est en gros, ça paraît caricatural de dire ça, mais c'est la vérité. C'est un électorat de vieux bourgeois. Voilà. Il n'y a pratiquement pas de jeunes, très très peu de jeunes. Il y en a, hein, bien sûr, mais il y en a très 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 peu par rapport aux autres, par rapport à l'électorat de Macron, par rapport à l'électorat de France Insoumise, par rapport au Front National. Il y a très très peu de jeunes. Et puis c'est un électorat bourgeois, quoi. Ça se voit par les classes sociales, par les revenus des électeurs, etc. Donc, les Républicains ne sont pas comme le parti gaulliste, qui était un parti attrape-tout. Maintenant, c'est un parti bourgeois. Les socialistes et les communistes ont aussi perdu leur électorat populaire. Alors, pour les communistes, ça a été dramatique, mais ils ont carrément disparu, puisque maintenant, c'est une cabine téléphonique, le Parti communiste. Et quant au Parti socialiste, alors lui, il existe toujours, mais enfin, il a pris un sacré coup dans l'aile avec l'apparition de Macron, évidemment, puisque Hamon n'a fait que 8% des voix, ce qui est un record de faiblesse aux élections présidentielles, sauf une élection autrefois où Defer avait fait un pourcentage du même genre. Mais pour le Parti socialiste, c'est une défaite caractéristique. Et on voit la même chose dans les autres pays d'Europe. Hein. Par exemple, je prends l'Allemagne, parce qu'il y a eu des élections en Allemagne très récemment. Le Parti socialiste a fait le plus mauvais score de sa carrière depuis sa création, je crois, depuis les années 1900. Parce qu'une bonne partie, je pense, sont partis à l'AfD, à l'espèce de Front National allemand, disons, qui est apparu à cause de la politique d'immigration de Mme Merkel. Donc, on voit bien cet effondrement du Parti socialiste. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que, contrairement à ce qui était le cas il y a encore 50 ans, les villes socialistes sont les anciennes villes bourgeoises. C'est les grandes villes qui ont plutôt des cadres, d'ailleurs des cadres supérieurs, des gens comme ça, comme Paris, ce qu'on appelle les bobos, si on veut. Bon. Donc toutes ces grandes villes sont devenues socialistes, peu à peu, alors qu'autrefois elles étaient à droite. Et les banlieues, plus vous éloignez du centre, plus c'est vrai, plus les banlieues sont à droite. Plus vous éloignez du centre-ville, je veux dire, et plus les gens votent à droite. Ce qui n'était pas du tout le cas autrefois, parce que vous aviez la fameuse ceinture rouge de Paris. Donc il y a eu un changement, si vous voulez. Le changement politique qui surprend beaucoup, notamment les journalistes, il s'explique par ces changements sociologiques dont je vous ai parlé. Hein. C'est le socle sociologique qui explique ensuite les voix des gens lors des élections. Guy, lui, écrit plaisamment que la gauche n'a pas su prendre en compte... Ah oui, non, parce qu'il prend l'exemple à un moment des populations juives en France. Et il fait observer que là aussi, il y a une dissociation sociale qui se crée entre les petits juifs, si je puis dire, qui sont souvent maltraités par des immigrés maghrébins, qui vivent dans des quartiers modestes, et puis ceux qui appartiennent au contraire à la bourgeoisie ou à la grande bourgeoisie, qui eux, évidemment, ne voient pas les choses de la même manière. Et alors Guy, lui, dit de façon un peu plaisante que la gauche n'a pas su prendre en compte le discours du plombier juif de Sarcelles. Il a préféré le discours de Bernard-Henri Lévy ou de Jacques Attali. Alors, évidemment, qui vivent dans une prospérité absolue. Et on s'explique effectivement ensuite la fuite des électeurs, évidemment, dans un phénomène comme celui-là. Alors, l'électorat populaire, où est-il dans ces cas-là, vous me direz, hein, puisqu'il a quitté les anciens gaullistes, il a quitté les socialistes, il a quitté les communistes. Il se replie soit sur l'abstention, pour une bonne partie d'entre eux, ou alors sur le Front National. Les chiffres sont d'ailleurs très élevés. Aux élections présidentielles de 2017, il y avait 47 millions d'inscrits sur les listes électorales.
les votants au premier tour furent 37 millions. Ça veut dire qu'il y a eu 10 millions d'abstentions, ce qui est quand même un énorme chiffre. Hein. C'est un grand parti politique, les abstentionnistes. Et le chiffre a atteint 11 millions au deuxième tour. Avec en plus, il faut rajouter 3 millions de votes blancs, 1 million de bulletins nuls. Donc ça fait 11, et 3, 14 et 15. 15 millions de gens qui n'étaient pas satisfaits par l'offre politique qui était présentée donc aux élections présidentielles. Marine Le Pen, comme vous le savez, a obtenu 7,6 millions de voix au premier tour et 10,6 millions de voix au deuxième tour, soit la moitié des voix de Macron, lequel met les voix de la gauche à ceux de la droite classique, puisque le Parti républicain, par la voix de Fillon, a demandé de voter Macron. Donc, si l'on totalise les abstentions et les voix du FN, alors bon, ce qui est un peu artificiel, je reconnais, mais ça donne aussi une idée. Si on totalise les abstentions et les voix du FN, on arrive à 21, presque 22 millions de citoyens qui refusent de voter pour la droite classique et pour la gauche classique, dont le programme est celui de la bourgeoisie des métropoles. Donc vous avez vraiment une moitié de la population pratiquement qui fait dissidence en quelque sorte. On devrait aussi d'ailleurs classer dans les opposants, j'en ai pas encore parlé, les voix en faveur de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'actuellement, effectivement, ce sont des gens qui s'opposent aussi avec beaucoup de fermeté à la politique menée, soit variante Macron, donc centre-gauche, ou soit variante un peu plus à droite, qui est celle des Républicains. Dans une étude Odoxal Figaro qui est parue le 25 novembre dernier, donc c'est tout récent, vous voyez, Mélenchon est même qualifié de meilleur opposant à Macron par 37% des gens, Marine Le Pen par 30% des gens, et Wauquiez seulement à 24%. Donc on voit l'échec, enfin pour l'instant en tout cas, on verra plus tard, mais on voit l'échec effectivement de la famille des Républicains à se profiler comme étant la meilleure opposition possible à Macron. Et c'est forcé puisqu'ils ont demandé à voter Macron contre Marine Le Pen il y a quelque temps. Donc évidemment, ils récoltent un peu la... Puis alors ensuite, il y a toutes les ambiguïtés qui font que Édouard Philippe, le Premier ministre, est un républicain. Bon, alors, donc où sont les républicains? Est-ce qu'ils sont vraiment dans l'opposition? C'est pas d'une clarté très grande, il faut bien le dire. La proximité des républicains et des macronistes est d'ailleurs très grande, conformément à la sociologie, et conformément, je dirais même, à l'intitulé de leur parti politique. D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que vous avez d'un côté les républicains, puis de l'autre côté, vous avez la République en marche. C'est pratiquement la même chose. Hein. Enfin, c'est assez révélateur d'une grande proximité. Moi, j'ai connu ça, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'était beaucoup moins frappant en France, ça m'avait beaucoup frappé chez les Allemands. Quand j'étais député européen, donc il y avait les députés allemands qui étaient là, et ce qui m'avait frappé chez les députés allemands, c'est que j'aurais été absolument incapable de vous dire si tel député allemand était CDU, donc le parti de Mme Merkel, ou s'il était SPD, c'est-à-dire socialiste. Parce qu'il avait le même veston, le même costard, le même cravate, enfin il faisait bourgeois, quoi. Par contre, si je voulais voir des vrais prolos, il fallait regarder le groupe des Verts. Alors là, ils se distinguaient tout de suite par leur habillement, leur tenue, leur coiffure. Là, il y avait une distinction très très forte, physique, je dirais. C'était assez frappant. En Angleterre, c'était pas la même chose. En Angleterre, vous avez les conservateurs, qui étaient plus conservateurs même que la moyenne, en arborant des œillets à la boutonnière, donc très chic. Et puis vous aviez les travaillistes, qui au contraire étaient en polo blue jean, enfin exactement l'opposé des autres, quoi. Donc vous aviez vraiment deux classes en Angleterre à cette époque-là, ancienne manière, je dirais. Bon, aujourd'hui, ça a dû changer, d'ailleurs. Mais en Allemagne, déjà, on voyait le rapprochement des socialistes et de la CDU, et même dans leur discours, ils tenaient à peu près le même discours. Bon, à l'époque où Schröder était chancelier, le discours économique de Schröder était presque plus à droite que celui de Mme Merkel. Hein. C'est lui qui a fait toutes les réformes du droit social, etc., à cette époque. Donc on voit ces transformations dans la vie politique qui correspondent à des transformations sociologiques, évidemment. Cela dit, aux dernières nouvelles, mais ça peut encore évoluer bien sûr, Mélenchon lui-même a perdu un peu de son lustre et il est rejeté désormais par la majorité des jeunes, 53% qui déclarent qu'ils ne l'apprécient pas, 54% des ouvriers qui ne l'apprécient pas, et les Français aux revenus les plus modestes, 61% rejettent Mélenchon. Alors c'est un rejet complexe à mon avis, c'est-à-dire qu'il y a l'aile droite de Mélenchon qui le rejette parce que le trouve peut-être encore trop socialiste, et puis il y a une aile gauche qui, elle, est plus dure et qui trouve qu'il ne va pas encore assez loin, quoi, probablement. Enfin, le fait est, c'est qu'il a tendance à se tasser actuellement. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que si on fait le total de tous ces partis d'opposition, eh bien, 45% des voix
ce sont des affiliés des partis classiques. Pour Guy, lui, la France périphérique fait 60% de la population, donc un peu plus que le vote des gens qui refusent de s'affilier au parti classique, qui est 45%. Il y a donc encore une marge à gagner pour les opposants au système. En attendant, celui-ci se défend comme il peut, notamment en refusant toute alliance avec le Front National. Ce dernier parti est totalement marginalisé, relégué au sein des élites. On tente de le priver de ses comptes bancaires maintenant. Seuls des livres à charge sont publiés par les grandes maisons d'édition, je ne parle pas des petites maisons qui sont plus diversifiées, et les cadres supérieurs qui veulent rejoindre le Front National le font en secret pour ne pas briser leur carrière. Ça a été une grande surprise que j'ai eue un moment parce que, moi je travaille en tant que politologue, si vous voulez, pour des formations politiques parfois variées, et à un moment, Marion Maréchal Le Pen m'avait demandé si je voulais participer à un petit groupe de travail pour réformer la Constitution française. Je dis, bon, pourquoi pas, oui. Alors, elle me dit, ce sera très confidentiel, les noms des auteurs ne seront pas publiés, ça ne vous gêne pas, mais ce sera comme ça. Alors j'ai dit, bah, oui, d'accord, moi ça ne me dérange pas. Et je vais donc à une première réunion de ce groupe de travail, il devait y avoir une trentaine de personnes, et alors là, j'ai été stupéfait, parce que je ne croyais pas que ça existait. Il y avait un grand nombre de conseillers d'État, de professeurs agrégés de droit, dont des noms assez connus d'ailleurs, qui étaient là, évidemment, dans le secret le plus total, qui ne voulaient surtout pas que ça se sache. Enfin, des professeurs, eux, moins, parce que le professeur agrégé, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse de mal? Enfin, ça peut gêner dans certaines choses, mais enfin pas beaucoup. Pour les conseillers d'État, c'est autre chose. Hein. Donc les conseillers d'État ne voulaient surtout pas qu'on parle d'eux, mais il y en avait quand même 7 ou 8 des conseillers d'État. Moi, je pensais qu'il n'y en avait pas un seul dans une réunion interne au FN. Ce qui d'ailleurs répond à une question, c'est qu'il y a des gens qui disent parfois, mais vous savez, si le FN gagnait, il aurait un problème de cadre absolument épouvantable. Dans les apparences, oui. C'est vrai que si vous regardez les structures, les dirigeants locaux, etc., il y a un déficit de cadre absolument indiscutable. Mais si vous tenez compte de ce Front National de l'ombre, disons, qui existe, notamment dans la haute fonction publique, bah, moi je crois qu'ils trouveraient tout à fait les personnes compétentes dont ils auraient besoin, parce qu'elles existent, simplement elles ne se manifestent pas. Elles ne se manifestent pas parce que sinon c'est la relégation sociale absolument caractérisée. Alors, les cadres supérieurs donc veulent le rejoindre, le font en secret pour ne pas briser leur carrière. Cette relégation politique n'existe pas dans tous les pays européens, mais elle existe dans la majorité quand même. Les pays qui n'excluent pas, disons, leur frange populiste de droite, anti-immigration, enfin comme vous voudrez l'appeler, il y a des pays, effectivement, où ces partis-là sont associés au pouvoir et ils gouvernent, ils ont des ministres. Alors c'est la Norvège, le Parti du Progrès, qui fait partie du gouvernement. L'Autriche, alors ça c'est tout récent, hein, c'est le Parti libéral autrichien qui fait partie aussi du gouvernement. Et puis la Suisse, bien sûr, où le premier parti de Suisse, c'est l'Union démocratique du centre, qui s'appelle l'Union démocratique du centre, on se demande toujours pourquoi d'ailleurs. C'est parce que c'était un parti paysan à l'origine et on appelait les paysans les centristes, voilà. En allemand d'ailleurs, il a un autre nom ce parti, il s'appelle Schweizerische Volkspartei, c'est-à-dire le parti du peuple suisse. Et ça correspond beaucoup plus à son vrai programme que l'Union démocratique du centre, enfin peu importe. En tout cas, ce parti est majoritaire en Suisse et il fait partie du gouvernement. Il a 2 conseillers fédéraux, puisque le gouvernement suisse est composé de 7 personnes seulement, qui sont donc les conseillers fédéraux qui gouvernent la Suisse collégialement. Et sur les 7, il y en a 2 qui appartiennent à l'Union du Centre. Donc l'Union du Centre fait partie de la sphère gouvernementale, si je puis dire. Et ils font des compromis entre eux, bien sûr. Alors on pourrait ajouter, là j'ai parlé de l'Occident, si je puis, enfin de l'Europe occidentale. Norvège, Autriche, Suisse. Là où l'extrême droite, comme on dit, est associée au gouvernement sans que ça fasse du tout de scandale. C'est admis comme tout à fait normal. Il y a presque un pays qui n'est pas très loin d'être comme ça, mais enfin, ils ne font pas partie du gouvernement, mais enfin, c'est pas très loin, c'est la Finlande aussi. Et puis alors, on pourrait ajouter, bien sûr, les pays de l'Est, qui ont une histoire politique un peu différente, bien sûr, mais enfin, il est vrai que les pays du groupe de Visegrad ne font aucune exclusion sur leur droite. Et la droite centriste et modérée s'associe à la droite nationaliste, disons, sans que ça fasse de difficultés. Là, il s'agit bien sûr de la Pologne. Pays du groupe de Visegrad, je vous rappelle qu'est-ce que c'est. C'est donc la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie. Tous ces pays-là sont aussi sur cette ligne-là.
Mais il reste les autres pays. Alors, on notera d'ailleurs quand même que dans tous les pays d'ailleurs où cette alliance, disons, de la droite et l'extrême droite, pour prendre le vocabulaire habituel, bah, il n'y a aucun chaos particulier. J'ai jamais entendu dire que la Norvège était au bord de la guerre civile, que l'Autriche s'effondrait économiquement. Enfin, non. Non, parce qu'on prétend que c'est ce qui se passerait. Bon, moi, je veux bien, mais enfin, en tout cas, dans ces pays-là, c'est pas le cas. L'Autriche, c'est vrai, a autrefois dû subir des rétorsions de l'Union européenne en l'an 2000. Mais enfin, ça fait déjà 17 ans. À l'époque, pour la première fois, le chancelier Schüssel s'était associé au Parti libéral, qui est l'équivalent du Front National, en fait. Et l'Autriche avait alors été mise sous surveillance par 14 gouvernements d'Europe avec 3 sanctions. Rupture des contacts bilatéraux officiels. Donc officiellement, les ambassadeurs ne se recevaient plus entre eux. Officiellement. On pouvait se voir officieusement. Bon, c'est une hypocrisie totale, mais c'était comme ça. Deuxièmement, absence de soutien aux candidats autrichiens dans les organisations internationales. Dès qu'il y avait un poste important à pourvoir, etc., le FMI ou je ne sais pas quoi, les Autrichiens balayaient immédiatement. Et puis le troisième point, c'était la réception des ambassadeurs autrichiens qui ne pouvaient se faire qu'à un niveau technique, mais surtout pas à un niveau politique. Alors, à l'époque, la Commission européenne a fait faire une expertise par 3 sages qui ont conclu que finalement les sanctions n'avaient pas de légitimité juridique valable. Il n'y avait rien dans les traités européens qui autorisait à interdire la formation d'un gouvernement droite plus extrême droite. Ça n'existe pas, il n'y a aucune mesure. Donc elles n'étaient pas légitimes, donc c'était un peu gênant. Et puis ensuite, on s'est aperçu que ça n'avait aucune influence sur la politique du gouvernement autrichien, évidemment. Au contraire, ça avait plutôt tendance à renforcer le parti détesté. Alors là, l'Union européenne a décidé de lever ces sanctions. Les sanctions ont été supprimées à la fin de l'an 2000. Ça a duré à peu près 1 an, c'est tout. Et là, maintenant, ça recommence en Autriche, si je puis dire. Eh bien, personne n'a fait d'objection. On n'a pas mis l'Autriche au banc des nations européennes. C'est pas du tout comme en l'an 2000. En 16 ans, l'ambiance a quand même pas mal changé. Alors, il est vrai qu'en l'an 2000, il y avait eu cette audit, cette enquête faite par les pays européens sur l'Autriche, qui avait pour but surtout de voir si l'Autriche violait les droits de l'homme. Et là, bah non, ils n'ont pas trouvé grand-chose, hein, évidemment. Ça me rappelle d'ailleurs une conversation que j'ai eue avec le prince du Liechtenstein, parce que le prince du Liechtenstein, il y a quelques années, a décidé de changer la constitution et de renforcer les pouvoirs du prince. Alors, comme il renforçait les pouvoirs du prince, on a dit, mais c'est un scandale. Le Liechtenstein est de moins en moins démocratique, de plus en plus monarchiste. C'est une honte. Et il faut enquêter sur ce pays. Et il y a une enquête du Conseil de l'Europe. Là, c'était le Conseil de l'Europe qui s'était mobilisé. Et ils sont venus pendant plusieurs semaines pour examiner sous toutes ses coutures la constitution du Liechtenstein, le gouvernement, la politique qui venait, etc. Puis ils ont conclu au bout de plusieurs mois que Liechtenstein ne violait pas les droits de l'homme. Vraiment pas. Vraiment pas. Et je dirais même que du point de vue des droits démocratiques, il était bien plus démocratique que les pays d'Europe en général. Par exemple, au Liechtenstein, vous pouvez, si vous voulez, renverser le prince. Par référendum, bien sûr. Par référendum. Il faut 2 référendums successifs. Mais vous pouvez renverser le prince si vous voulez vraiment. Bon, c'est jamais arrivé, mais enfin, c'est dans la Constitution. Et vous pouvez même renverser la monarchie. Alors là, il faut un référendum dans des conditions un peu plus difficiles aussi, mais vous pouvez renverser la monarchie puis mettre à la place autre chose. Parce que si vous ne faites que renverser le prince, à ce moment-là, la maison princière se réunit et désigne un autre prince, évidemment, donc le régime reste le même. Vous imaginez qu'en France, un référendum permette de renverser le président de la République ? Impensable, impensable. Même il y a dans notre Constitution un article assez extraordinaire qui dit « La forme républicaine du gouvernement ne peut en aucun cas être changée ». Ça veut dire quoi, ça ? Il y a souveraineté nationale ou il n'y a pas souveraineté nationale ? Si on interdit au peuple de changer un principe, en l'occurrence c'est le principe républicain, on n'est plus en démocratie, c'est tout. Hein. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, le Liechtenstein, on a fini par lui fiche la paix, mais enfin, il a subi une période désagréable, l'Autriche aussi. Donc, ça montre aussi un peu l'ambiance au niveau européen. Mais aujourd'hui, ça s'est bien calmé. Alors, Guy, lui, dit que la situation est quand même plus préoccupante qu'on le croit du côté de la classe dirigeante. Il dit « L'insécurité sociale et culturelle dans lesquelles ont été plongées les classes populaires, leur relégation spatiale, débouche indiscutablement sur une crise politique.
l'émergence d'une France périphérique, la montée des radicalités politiques et sociales sont les signes d'une remise en cause du modèle dominant. Face à ces contestations, la classe dominante n'a plus d'autre choix que de dégainer sa dernière arme, qui est celle de l'antifascisme. Lionel Jospin a reconnu en 2007, c'est assez curieux, sur France Culture, que l'antifascisme de la gauche était purement rhétorique et parfaitement théâtral. Il disait le Front National n'a rien de fasciste, donc je sais bien qu'on dit ça parce que ça fait partie, si vous voulez, du folklore politique, quoi, mais ça ne tient pas debout. Jospin, hein. Guy, lui fait une remarque différente. Il dit c'est peut-être pas un hasard si les financeurs des mouvements antiracistes et antifascistes sont comme par hasard des représentants de la haute banque et du modèle mondialisé. De Bernard-Henri Lévy à Pierre Berger, qui ne sont pas des prolétaires, des médias contrôlés par les multinationales, du MEDEF aux entreprises du CAC 40, de Hollywood à Canal+, l'ensemble de la classe dominante se lance dans une sorte de résistance de salon, des intellectuels de gauche comme de droite. Le chercheur Jacques Leclerc a montré que les groupes antifa, vous savez qu'on en parle de temps en temps, ça c'est des groupes violents qui sont dans la rue, qui ont exercé des violences antipolicières lors des manifestations contre la loi travail. Ces groupes antifa, la sociologie a été étudiée et se recrutent essentiellement parmi des jeunes diplômés de la bourgeoisie. Ce n'est pas des jeunes ouvriers, pas du tout, du tout, du tout. Véritable arme de classe, l'antifascisme, explique Guy Lui, présente en effet un intérêt majeur parce qu'il confère une supériorité morale à ceux qui l'utilisent. Et il donne une supériorité morale à des élites qui, par ailleurs, sont complètement délégitimées à l'égard du peuple. Et donc, ça permet d'affaiblir les critiques des effets de la mondialisation en l'assimilant à une dérive fasciste ou raciste. Guy Lui note d'ailleurs que s'il y a toujours quelques hommes politiques de la classe dirigeante qui traitent le Front National de fasciste, on n'en tire jamais les conclusions, c'est qu'on ne l'interdit pas. C'est ce que m'avait dit un jour Chevènement. Il m'a dit, bon, bah, écoutez, on peut ne pas aimer le Front National, mais je constate que la République ne l'a jamais interdit, donc on considère que c'est un parti républicain. Parce que sinon, il faut l'interdire s'il n'est pas républicain, puisque ce serait paradoxal de le maintenir. Alors, Guy, lui, voit, je crois, une chose extrêmement juste que beaucoup de politologues officiels n'ont pas vue. Il dit la grande erreur, c'est de croire que c'est le Front National qui influence les classes populaires. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Le Front National n'est qu'un symptôme d'un refus radical des classes populaires du modèle mondialisé qui les fait souffrir. Donc cet antifascisme ne vise pas en fait le Front National, mais vise finalement les classes populaires qu'il convient de fasciser pour délégitimer leur diagnostic, un diagnostic d'en bas qu'on appelle le populisme. Si la classe dirigeante perd la guerre des représentations, la guerre des images en politique, elle sera obligée d'accepter, d'admettre qu'il y a une précarisation des classes populaires et qu'il y a une souffrance des classes populaires. C'est pourquoi la défense même, dans ces conditions, des gens ordinaires devient quelque chose de suspect. Et ça, c'est une chose que j'ai vécue moi-même aussi en étant candidat aux élections. On apprend beaucoup de choses quand on est candidat aux élections. Je voulais peut-être raconter cette anecdote. Ça se passe en Alsace, dans un petit village. Et je suis à l'époque le responsable du Front National pour l'Alsace, parce que j'ai changé de parti. Et donc, je suis là. Et là, Bruno Maigret, qui était le délégué général du parti, était très content parce qu'il avait fait une brochure de bonne qualité intellectuelle. Et il disait, on a enfin un programme qui se tient debout sur le plan intellectuel, etc., et qu'il va falloir distribuer. Alors, j'étais venu avec un paquet de brochures, et puis je me suis dit, c'est très bien, on va pouvoir montrer cette brochure qui revalorise un peu le parti. Et puis, je m'approche d'un patron de bistrot, et je lui donne la brochure. Et il me dit, j'en veux pas votre brochure, monsieur Blot, j'en veux pas. Je dis, mais enfin, c'est le programme du parti. Mais je n'ai pas besoin de ça, monsieur Blot. Ne vous inquiétez pas, vous savez. Moi, comme tous mes clients ici, on va tous le voter, Le Pen. On va tous le voter. Mais on n'a pas besoin de brochure pour ça. Je dis, enfin, c'est quand même intéressant de savoir la position du parti sur l'Europe, sur le chômage, sur tout ça. C'est pas le problème. Nous, le vote, il est beaucoup plus simple que ça, monsieur Blot. Nous, tout notre programme, il y a un point qui passe avant tous les autres, c'est Türken us. Ça veut dire en dialecte alsacien, les Turcs dehors. Alors je suis remonté à Paris ensuite, j'ai vu Maigret, je lui ai dit ça, il était foudrage.
Des foutrages en me disant ouais, il faut pas raconter l'histoire comme ça donne une mauvaise image du parti. Je dis non, pas du parti, de l'électorat. C'est l'électorat qui est comme ça. Et si le parti ne suit pas l'électorat, eh bien, le parti se cassera la figure. Et à chaque fois que le Front National a voulu dériver d'une ligne très critique à l'égard de l'immigration, il a fait des moins bons scores. Et ça, alors on a la preuve dans tous les pays d'Europe pratiquement, parce qu'il y a toujours eu la tentation dans tous les pays d'Europe, dans les partis dits populistes, vous avez toujours certains dirigeants qui se disent oh, on est mal vu, on est mal vu, on est mal vu, c'est à cause de ce qu'on dit sur l'immigration. Bon, donc on va parler moins de l'immigration, on parlera d'autres sujets, etc. À chaque fois qu'ils font ça, ils ont des scores moins bons. Et alors c'est même encore pire que ça, c'est que vous avez des gens qui sont entrés en scission, qui ont fait des scissions, et qui se sont séparés de leur parti d'origine, parce qu'ils disaient on est mal vu, on veut être bien vu, donc on va faire un programme un peu différent, qui ne parlera pas trop d'immigration, c'est un petit peu ce que dit Philippot, on parlera d'autres sujets, de l'Europe, du chômage, etc. Et alors ceux qui font ça, généralement, ils sont balayés aux élections. Alors systématiquement, là j'ai plus les noms en tête maintenant, mais il y a eu un cas en Finlande tout à fait flagrant. Et là, tout à fait récemment, on vient d'avoir encore un exemple tout récent. C'est Madame Petri, qui était le chef de l'AfD, le parti donc populiste allemand, qui a claqué la porte du parti le lendemain pratiquement de leur victoire, ce qui est assez curieux. Elle a expliqué parce que le parti dérive beaucoup trop à droite par rapport à mes propres convictions et ça va trop loin maintenant, je suis plus d'accord, etc. Donc je veux qu'on fasse en gros la même chose mais en beaucoup plus modéré, etc. Bon, pour l'instant, elle est toute seule, hein. Bon, donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais je suis à peu près persuadé. Elle a dit qu'elle voulait créer un nouveau parti d'ailleurs. Le parti officiel s'appelle l'Alternative pour l'Allemagne et elle veut faire un parti qui va s'appeler le parti bleu clair, quelque chose comme ça. Donc on voit bien la volonté d'apaiser, si je puis dire, le débat, etc. Et on peut faire le pari que ça sera une catastrophe électorale. Elle sera éliminée. Parce que ça, on l'a vérifié notamment dans tous les pays scandinaves, où alors là, c'est vraiment une clarté absolue. Et en général, tous ceux qui font des scissions de ce genre échouent pour cette raison, parce qu'en réalité, ils veulent faire plaisir à l'autre classe, si je peux dire, à la bourgeoisie. Parce que faire plaisir à la bourgeoisie, ça veut dire faire plaisir aux journalistes, faire plaisir aux banques, faire plaisir à des gens dont on a besoin quand même dans la vie. Et donc, on souffre de les avoir contre soi. Mais si on fait ça, on perd la confiance, évidemment, de la base populiste qui, elle, exige une politique quand même assez musclée. Bon. Et on ne peut pas avoir les deux, donc il faut choisir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je suis extraordinairement sceptique, pour des raisons d'analyse sociologique, c'est tout, d'ailleurs, parce que sur le plan des principes, je ne suis pas contre, bien au-delà, mais je ne crois pas, si vous voulez, à la théorie de l'union des droites, où Wauquiez se mettrait à serrer la main de Marine Le Pen, etc. D'ailleurs, il s'en défend. Hein. Mais j'y crois pas, parce que, à cause de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a une lutte des classes aujourd'hui. Et vous avez les partis qui défendent le peuple et les partis qui défendent les gens qui profitent du système, finalement. Donc c'est une bourgeoisie au sens très large du terme, bien sûr, c'est pas uniquement une grande bourgeoisie. Et donc, entre ces deux camps-là, il n'y a pas de compromis possible, c'est pas possible. Et les gens ne se comprennent pas, même d'ailleurs. Ils ne se comprennent pas. Les gens du peuple ont tendance à croire que les dirigeants s'en mettent plein les poches, se moquent du peuple, etc. Donc, ils ont un jugement extrêmement négatif sur les élites. Et quant aux élites, ils ont un jugement extrêmement négatif sur le peuple. Ce sont des ploucs, ce sont des gens qui n'ont pas reçu d'éducation, qui n'ont pas... Et là, on voit effectivement cette opposition frontale, si vous voulez, qui ne fait que se durcir. Guy, lui, dit, alors évidemment, la défense de certains intellectuels du côté du camp des bourgeois, c'est de traiter les autres de fascistes. Il dit de la démographe Michel Tribala, par exemple, au philosophe Michel Onfray, ce ne sont pas des gens très à droite, la liste des fascisés s'allonge inexorablement au rythme de la délégitimation de la classe dominante. Il dit, plus la classe dominante perd ses racines dans le peuple, et plus elle est détestée par le peuple, et plus on trouve des listes de fascistes pour dire attention, attention, méfiez-vous, etc. Mais ça ne donne pas des résultats électoraux évidents, en tout cas. Ça donne peut-être des résultats médiatiques, mais pas des résultats électoraux. On pourrait multiplier les exemples, dit Guy Lui, mais la méthode est toujours la même. On veut fasciser ceux qui donnent à voir la vraie réalité populaire. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Cet antiraciste de salon ne vise pas du tout, en fait, comme but politique numéro un, le but n'est pas de protéger l'immigré, le musulman, les minorités. Bon, c'est ce qu'on dit, bien sûr, ça fait bien. Mais en fait, le but, c'est de défendre des intérêts de classe. De défendre les intérêts de cette classe dirigeante, dominante, qui est devenue cosmopolite. La bourgeoisie d'aujourd'hui n'est plus nationale, elle est cosmopolite. Et donc, il s'agit de défendre cette classe. Donc, c'est un intérêt de classe qu'on défend avec des slogans de ce type.
Et il dit d'ailleurs, on va peut-être assister maintenant à une étape de plus dans la résistance des classes dirigeantes, qui consisterait non seulement à délégitimer les discours ou les partis eux-mêmes qui déplaisent, mais à délégitimer les résultats électoraux eux-mêmes, dès lors qu'ils sont gênants. La bourgeoisie de droite et de gauche est tentée aujourd'hui par le parti unique, dont La République En Marche, d'ailleurs, serait le prototype, puisqu'il y a les deux, effectivement, ils se retrouvent tous au même endroit. Selon le sociologue Simon Leys, les intellectuels sont bien plus portés au totalitarisme que les gens ordinaires. Et ça, reprenez l'histoire générale, et vous verrez que c'est toujours vrai. En général, les mouvements totalitaires sont d'abord portés par des intellectuels, comme Lénine, etc., et pas par des ouvriers, évidemment. Et ensuite, ils entraînent avec eux des couches sociales, peu à peu, qui, selon les circonstances, vont se rallier à eux ou pas. Mais le totalitarisme, disons, des intellectuels bourgeois, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et qu'on a bien connu dans le passé. D'ailleurs, il y a eu toutes sortes d'études qui ont été faites là-dessus. Moi, je pensais à l'exemple bolchevique, évidemment, qui est un bon exemple. Par exemple, il y a des gens qui ont dit, oui, le parti bolchevique, à ses débuts, il y avait que des juifs. Bon, les Russes disent ça, beaucoup ça, aujourd'hui. Bon, c'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai, c'est quoi. Mais pourquoi? C'est parce que c'est les intellectuels. Dans la Russie de l'époque du tsar, les intellectuels, il n'y en avait que deux. Il y avait deux catégories, je veux dire. Il y avait les aristocrates et il y avait les juifs. Parce que les autres, c'était des paysans et ils étaient incapables de diriger un mouvement politique, évidemment. Donc, les intellectuels totalitaires, ça, c'est quelque chose de tout à fait réel. Et on retrouve ça aussi dans le Troisième Reich. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur le professorat, l'université, les milieux académiques du Troisième Reich. Ils étaient nazis, comme vous ne pouvez pas imaginer, mais beaucoup plus que l'ouvrier de la Roure. Voilà, et donc il faut, je dirais, peut-être délégitimer de ce point de vue-là les intellectuels qu'on a tendance à faire passer pour des braves gens, et l'homme du peuple aurait des dents crochues comme ça, comme un diable. La réalité historique, en tout cas, n'est pas du tout celle-là. Pour Guilhuy, la situation, bien sûr, n'est pas figée. L'histoire continue, et la société multiculturelle ne va sans doute pas évoluer selon une grille de lecture préétablie parmi les élites. L'avenir ne ressemblera pas, dit Guilhuy, à la société métissée et apaisée rêvée par les élites. La guerre civile n'est pas l'horizon le plus probable, mais en revanche, le retour du conflit est tout à fait assuré. Les illusions autoprotectrices de la classe dominante n'empêchent pas le développement de profonds antagonismes sociaux et culturels, ceux-là même que révèle la nouvelle géographie des territoires, alors dont il est un expert. Enfin, il n'est pas tout seul, il y a toute une école qui étudie les territoires et qui justement a commencé ses travaux en observant comment se fait-il que dans le 16e arrondissement, le Front National s'effondre complètement, et comment se fait-il que chez les ouvriers du Pas-de-Calais, Marine Le Pen fasse 40%. Bon, c'est pas du tout comme ça que ça se passait il y a 30 ans, hein, c'est vrai, mais les choses ont beaucoup changé. Il dit les fractures sociales et culturelles s'installent et indéniablement elles s'élargissent. Le séparatisme s'accentue et on ne voit pas très bien comment cet engrenage pourrait être freiné politiquement par de dérisoires appels au vivre ensemble. La situation est très sérieuse et mérite mieux que ces incantations d'une pensée magique républicaine, écrit-il. L'auteur plaide pour de vrais débats, au-delà du débat droite-gauche aujourd'hui, qui est un débat sans intérêt, avec des disputes byzantines sur des sujets mineurs. Oui, c'est-à-dire, vous allez voir effectivement un macroniste et puis un républicain se heurter en disant il faut augmenter 2 points de TVA ou il faut baisser 2 points de TVA. Bon, enfin, c'est quand même pas les sujets fondamentaux qui intéressent le plus les Français. Les sujets fondamentaux, on ne veut surtout pas les aborder. On ne veut surtout pas les aborder, bien sûr, parce que ça fâche. Donc, il dit c'est la situation sociale qui va imposer le changement, mais c'est certainement pas la bonne volonté des politiciens. D'ailleurs, ça relativise aussi, je veux dire, l'importance des personnalités en politique. Bien sûr que les personnalités jouent un rôle important, c'est absolument indiscutable. Mais on l'exagère beaucoup. Les personnalités ne jouent un rôle que si elles assument une fonction sociale bien déterminée dans le cadre de la nouvelle lutte des classes qui s'établit. Alors, si vous jouez le jeu, si je puis dire, de la lutte des classes, vous allez gagner les élections. Vous allez gagner beaucoup de voix, en tout cas. Si vous ne voulez pas jouer ce jeu-là, eh bien, vous allez reculer, même si vous êtes quelqu'un de génial ou très intelligent. C'est pas ça le problème. Pourquoi Juppé a été battu en permanence depuis quelques années, sauf à Bordeaux, pour des raisons différentes, bien sûr.
Eh bien, c'est précisément parce qu'il ne se situe pas dans le cadre de la nouvelle lutte qui est en train de se faire aujourd'hui. Il est à cheval entre la population et puis les classes dirigeantes, et plutôt du côté des classes dirigeantes, d'ailleurs, à vrai dire. Et donc, finalement, il ne séduit pas, ça n'intéresse absolument personne. C'est ce qu'avait très bien compris Sarkozy. D'ailleurs, Sarkozy avait compris que pour que son parti ait une chance de gagner, il fallait pratiquement avoir le même langage que le Front National. Et Wauquiez, d'ailleurs, veut faire la même chose maintenant. Le problème, c'est qu'ils ont un état-major autour d'eux qui n'est pas du tout dans cet esprit-là et qui ne comprend pas cette logique. Donc, ça ne marche pas vraiment, évidemment. Alors, l'accentuation de l'insécurité sociale, plus généralement, la dégradation des conditions de vie des couches populaires des pays développés vont aboutir inexorablement à une critique majoritaire, un jour, d'un modèle de développement mondialiste sous influence du capitalisme financier. C'est ce qu'on commence à voir, effectivement. Ces problèmes contribueront non seulement à une recomposition politique à l'intérieur même des familles politiques, mais aussi à un retour en politique des couches populaires qui étaient reléguées. L'évocation des questions d'immigration, d'insécurité, de relégation sociale sont en fait les plus clivantes. La seule évocation de ces questions contribue mécaniquement à la résurgence d'une France populaire que tout oppose au choix des élites. Ce retour ne sera pas le fruit d'un messianisme révolutionnaire, parce que l'époque n'est pas à cela. Mais par contre, ce sera la conséquence d'une instabilité sociale et culturelle croissante que le système n'arrive plus à cacher. Guy Huy note en juin 2016, le vote des classes populaires britanniques pour le Brexit a non seulement révélé un mépris de classe, mais une volonté de restreindre la démocratie de la part des dirigeants. Quand Alain Minck a déclaré que le Brexit, c'est la victoire des gens peu formés sur les gens éduqués, lorsque Bernard-Henri Lévy insiste sur la victoire du petit sur le grand et la victoire de la crétinerie de l'esprit, c'est l'expression qu'il emploie, il dit la volonté totalitaire des classes dominantes n'est plus très loin. On commence à dériver vers quelque chose, effectivement, qui, pour le coup, alors on dit attention, c'est le peuple qui est dangereux, etc. Mais en fait, on peut se demander si le danger n'est pas de l'autre côté. Quand on voit ce qui se passe actuellement avec les comptes bancaires du Front National, effectivement, on peut se demander où est le danger de dictature. Hein. Ça peut se faire par des voies extrêmement, sournoises. Hein. Ça ne se fait pas forcément uniquement à coup de matraque de CRS. La conclusion de notre ami Guy Luy, que j'ai beaucoup cité, c'est de dire que l'attachement au peuple, à l'autochtonie, et donc le côté de plus en plus national de cette opposition populiste, parce que le thème national était un thème qui s'était un petit peu évacué à travers la vie politique des 30 dernières années, et maintenant il revient en force. L'attachement du peuple à l'autochtonie, sa révolte devant les injustices sociales croissantes, ne vont, à son avis, faire que s'amplifier. Et Guy Luy conclut, si tout cela s'amplifie, qu'on le veuille ou non, c'est finalement, ça peut prendre quelques années bien sûr, mais c'est finalement le peuple qui détiendra les clés de l'avenir. Merci de votre attention.